Non, je pense pas. Je suis pas convaincue de ce toc-là, non. Allô à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une tuerie de masse qui s'est produite aux États-Unis dans les années 80. Ça va être une vidéo, je vous avertis, qui va être assez longue parce qu'il y avait beaucoup d'informations autant sur le tueur que sur la tuerie. Donc, asseyez-vous bien, assoyez-vous bien. Si les scies mangeraient les raies. Assisez-vous bien, assisez-vous bien. Assisez-vous confortablement puis on commence la vidéo. Nous sommes le 18 juillet 1984 à San Isidro, un quartier au sud de San Diego en Californie. James Huberty, sa femme Etna et leurs deux filles Cassandra et Zelia ont décidé d'aller passer la journée au zoo de San Diego puis de finir leur promenade familiale en allant manger au McDonald's. Lorsque la famille revient à la maison, sa femme elle se dit fatiguée, donc elle leur mentionne qu'elle s'en va faire une sieste puis qu'elle va revenir plus tard. Peu de temps après, James il va embrasser sa femme et il lui mentionne qu'il s'en va hunting for humans. Donc il lui dit je m'en vais chasser des hommes. James Oliver Huberty est né le 11 octobre 1942 à Kenton, en Ohio. Ses parents sont Earl Vincent et Iselle Evalon Huberty. À l'âge de 3 ans, il a contracté la polio. Il s'en est sorti de cette maladie, mais il en est resté avec des séquelles. Il a toujours eu de la misère à marcher. En 1950, son père a fait l'acquisition d'une ferme dans le quartier Amish de la Pennsylvanie. Puis sa mère a refusé catégoriquement de suivre la famille, puis elle les abandonne. Donc évidemment, là, ça a fait un gros vide dans la vie de James. Ça l'a affecté grandement psychologiquement durant sa jeunesse. À l'adolescence, les gens disaient de lui qu'il était pas un mauvais garçon, mais il était simplement antisocial, il n'y avait pas d'amis, il était dans aucune activité parascolaire. Il y avait souvent des comportements par contre étranges, c'était quelqu'un qui était passionné par les armes, on va y revenir plus tard, mais vous allez voir que son évolution psychologique s'est beaucoup détériorée au fil du temps. En 1962, il obtient un diplôme en sociologie à un collège communautaire du nom de Malone College à Kenton. Peu de temps après, il a entamé des études au Pittsburgh Institute of Mortuary Science, puis il a obtenu une licence d'embaumement. Il rencontre également sa future femme, Etna, qui, elle étudiait pour devenir professeure suppléante. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pendant 2 ans en tant qu'embaumeur, mais il a décidé de ne pas continuer, puis d'aller faire des études pour devenir soudeur. Après ses études, il a trouvé un travail au sein de la compagnie Babcock et Wilcox à Akron. Vu qu'il avait commencé un nouvel emploi, lui et Etna ils ont décidé d'acheter une maison à Massillon en Ohio. Selon plusieurs articles sur lesquels j'ai fait des recherches, la maison aurait pris feu. Il aurait acheté une autre maison sur la même rue, puis sur le terrain, donc il y aurait comme la maison est démolie vu qu'il y a eu le feu. Il aurait construit un bloc appartement de 6 unités sur ce terrain-là. Malheureusement, James perd son emploi peu de temps après dû à une restructuration de la compagnie. Donc, il doit vendre le bloc et la maison à perte. Son état psychologique commence à se détériorer. Il entendait des voix lui disant de se tuer, que ça urgeait. Et ça l'a engendré une tentative de suicide parce qu'il était rendu très dépressif, puis il avait perdu son emploi. Les violences domestiques étaient pas rares. À plusieurs reprises, James frappait ses filles, il les giflait. Aussi, il leur a même tenu des couteaux sous la gorge. En octobre 83, la famille déménage à Tijuana, à Mexico, parce que James pensait que son argent allait mieux fructifier qu'aux États-Unis.
Ils ont vécu là-bas pendant environ 3 mois jusqu'à temps que leurs finances aillent pour le mieux, mais son mental, lui, il allait vraiment pas bien du tout. Les voix dans sa tête faisaient juste s'amplifier. Il commençait même à avoir des signes de désillusion. Il a même approché une patrouille pour se confesser lui-même. Là, il s'est livré à la police, dans le fond, en disant qu'il était un criminel de la guerre. Malgré tout, après 3 mois, lui et sa famille décident de déménager à San Isidro, dans un 4,5 sur la rue Avril. Leur appartement se situe dans un quartier pauvre de San Diego, situé au nord de la frontière américano-mexicaine, à un bloc environ du McDonald's, qu'on va parler plus tard. Il s'inscrit alors à un programme financé par le gouvernement fédéral pour suivre une formation d'agent de sécurité. Quand il a terminé sa formation, il a décroché un emploi à Chula Vista en avril 84. Après 3 mois seulement, encore, James perd son emploi. Exactement le 10 juillet 1984, et c'était dû cette fois-ci à son instabilité et son mauvais rendement de travail. Psychologiquement, James était très instable, il était très conspirationniste, il blâmait tout le temps les gouvernements, ça partait du capitalisme secret du gouvernement, les initiatives de la classe aisée. Il a même blâmé là, le président Jimmy Carter pour sa paranoïa. Donc il disait carrément que c'était à cause du gouvernement que lui était devenu paranoïaque. Il a toujours été perçu aussi comme étant un homme au comportement étrange, je vous l'ai mentionné tantôt. Une fois, un voisin, il est arrivé puis il lui a dit « Hey, ton chien, il a abîmé ma voiture. » Puis James lui a répondu « Ah, je suis vraiment désolé, ça se reproduira plus. » Puis après, il est parti dans la cour avec son chien, puis il lui a tiré une balle. Une autre fois, il était assis bien relax sur son balcon d'entrée avec un shotgun à la main. Genre, qui fait ça? Comme je l'ai mentionné aussi plus tôt, il était très paranoïaque, il était aussi anxieux. Il avait un comportement survivaliste parce qu'il croyait en la théorie que la relation entre les Américains et Soviétiques ça allait se détériorer et devenir un scénario d'apocalypse. Donc il plaçait des pancartes mentionnant défense de passé parce qu'il pensait que le gouvernement allait aller le voir. Il y avait aussi un chien que les policiers appellent une attaque dog. Puis il disait que c'était pour protéger sa maison. Il a même commencé à faire des provisions de munitions, d'armes et de nourriture. La journée du 17 juillet 1984, James a décidé de faire un appel à un centre d'aide à la maladie mentale parce que là sa femme disait ça n'a pas d'allure, il faut que tu t'aides. Puis il a fait le premier pas, donc il a appelé. Puis la réceptionniste a pris son nom en note pour qu'un spécialiste puisse faire un retour d'appel. Mais la réceptionniste a mal noté son nom. Donc au lieu d'écrire Huberty, elle a écrit Schuberty. Il n'y a pas eu de retour d'appel. Puis en plus, lors de son appel, il avait l'air calme, il avait pas l'air en détresse. Donc le centre de tri, il a pas mis son appel en priorité. Donc le retour d'appel de la clinique, quand c'est pas prioritaire, c'est 48 heures après l'appel. Mais il va être trop tard. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, après être revenu de la sortie familiale, James a décidé de quitter son domicile pour aller chasser des humains. Sa femme ne s'est pas inquiétée vraiment de ce qu'il a dit parce que c'est pas la première fois que son mari a des propos de la sorte. Même que lorsqu'il était au zoo, James lui a dit « La société a eu sa chance ». Il faisait sûrement référence là, au fait qu'il n'a pas reçu d'appel de la clinique. Donc il est sorti de sa maison avec 3 fusils, un 9 mm semi-automatique qui est l'arme principale utilisée dans la tuerie. Il y avait également un Winchester, un shotgun ainsi qu'un 9 mm Browning HP. Puis il a conduit vers le McDonald's qui est situé au 460 West San Isidro Boulevard, à seulement un bloc de l'appartement de James. Quand il est arrivé sur place, il y avait environ une 40aine de clients dans le restaurant. Puis lui, dans le fond, il est allé directement vers le comptoir de service. À 3h40, le massacre a commencé. Huberty a commencé à tirer dans le McDonald's, a commencé par tirer les gens au comptoir de service. Par après, il a commencé à se promener dans le restaurant. Il est allé dans la cuisine, mais il n'a pas vu personne, donc il s'est mis à tirer aléatoirement. C'est aussi dur à entendre, mais il est aussi allé dans le playground, dans la salle de jeu. Tu sais, dans les McDonald's, là, il y a l'aire de jeu, il y a un air de jeu.
pour aller tirer. Il a même tiré aussi en dehors du restaurant. Donc on voit que la scène est vraiment affreuse. From the south, and the CP is at 300 west. The shooting suspect is inside the McDonald's. He is contained, moving around, and there's still shots being fired. À 16h, le premier appel 911 est lancé. Mais là, dans le fond, il y a eu une erreur qui s'est glissée dans l'appel. La dispatch a donné la mauvaise adresse aux policiers parce que dans ce secteur-là, il y a 2 McDonald's. Elle a donné le McDonald's qui était un peu plus à l'est. Cette erreur a coûté environ 3-4 minutes aux policiers. Ça a l'air pas beaucoup, mais dans une situation comme celle-là, c'est vraiment énorme. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont mis un poste de commandement en place, puis ils ont fait un lockdown d'une zone d'environ de 6 blocs. À ce stade, il y avait environ 175 policiers. Ce qui était plus difficile pour les policiers, puis on peut les comprendre, c'est qu'ils ne savaient pas s'il y avait un tireur ou il y en avait plusieurs, parce que Huberty possédait 3 armes, puis il alternait entre les 3. Aussi, à cause des coups de fusil, il y a beaucoup de fenêtres qui ont été brisées, ce qui donnait beaucoup de difficultés à voir à l'intérieur du restaurant à cause du reflet du soleil. À 16h05, ils reçoivent la confirmation qu'il y a seulement un tueur, puis ils obtiennent également une brève description de l'homme. À 16h23, ils obtiennent une deuxième description du tireur et une troisième à 16h28. Tout ce temps-là, l'horreur continue dans le restaurant. Il criait même des insultes aux gens, puis il les accusait de n'importe quoi. Il a même crié qu'il méritait lui-même de ne pas vivre. Puis aussi, il criait qu'il avait été un vétéran de la guerre du Vietnam. Par contre, les registres n'ont en aucun cas stipulé qu'il a fait partie d'un corps militaire. À 16h35, la première équipe de snipers est arrivée sur place. Puis, en fait, à 16h48, une meilleure description de Huberty est donnée. Puis l'équipe de snipers attendait seulement le feu vert pour pouvoir tirer. À 17h14, le commandant Sanders donne finalement le feu vert. Puis 4 minutes plus tard, soit à 17h17, Huberty s'est avancé près du comptoir de service, près de la fenêtre. Ils ont donc eu leur homme en visuel, puis ils ont pu le tirer. C'est le tireur d'élite Foster qui l'a tiré. One officer drew fire at this window. Another on the post office roof fired one shot from his sniper rifle, and the killer went down. Cette journée du 18 juillet 1984, James Huberty a tiré un minimum de 257 balles. Il a tué 21 personnes, dont 17 à l'extérieur du restaurant et 4 aux alentours, puis il en a blessé 19. Ces victimes étaient majoritairement des Mexicains et des Mexicains américains allant de 8 mois à 74 ans. On se rappelle que le quartier dans lequel la tuerie a eu lieu, elle est à côté de la frontière du Mexique, donc il y a beaucoup de Mexicains qui étaient de passage à cet endroit. Je rentrerai pas dans les détails de toutes les victimes parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup, mais si je peux parler d'une victime qui m'a marqué, c'est le petit Joshua Coleman de 11 ans qui était à vélo cette journée-là. Il s'en allait au McDonald's pour avoir une boisson froide. Il a été comme pris dans la fusillade parce qu'il est arrivé au mauvais moment. Il a mentionné plus tard à sa famille qu'il a été blessé. Puis pour survivre, ce qu'il a fait, c'est qu'il était tellement terrifié qu'il est resté pendant 1 heure au sol. Il n'a pas bougé d'un poil jusqu'à temps que l'équipe de la SWAT vienne le secourir. 11-year-old Josh Coleman was coming up the driveway with 2 friends. As you were going toward McDonald's, did you have any idea something was happening there? No. Did anyone yell at you or something? Yeah, from across the street, a man yelled at us. What'd you think? I didn't understand what he was saying. Where were you hit? All on my arm, and on my back, and right here. When did you realize that your friends were dead? My mom told me in the hospital. Most people talked about trying to play dead so he wouldn't know that they were still alive and shoot at him. Did you think of that by yourself? Mm-hmm. How come? I don't know. It's pretty smart.
C'est vraiment fou là, de te dire que pendant 1 heure, t'es là, puis t'espères juste de rester en vie. Puis de te dire, Colin, ok, faut que je reste calme, faut que... Puis en tout cas, c'est quelque chose de fou. Le corps de James Oliver Huberty a été incinéré le 23 juillet 1984. Plusieurs semaines après la tuerie, Etna et ses 2 filles ont reçu beaucoup de menaces de mort. Ils ont même dû aller vivre avec un ami de la famille pendant quelques temps parce que ça devenait trop lourd. C'était très dur, on s'entend, c'est dur psychologiquement. Ils ont donc dû assister à des séances pour les aider suite à ces événements-là. Quelques temps après les événements, sa femme Etna a écrit une lettre. Elle mentionne dans sa lettre qu'il y a eu une enfance difficile, qui était souvent triste, qui venait d'une famille qui a été brisée, sûrement à cause du départ de sa mère, qu'elle a mentionné ça. Il se sentait très seul, puis son seul ami était son chien. C'est vraiment bizarre parce que, selon mon point de vue, c'est comme si dans sa lettre, elle voulait comme le backer dans un sens. Elle voulait justifier ses actes, de dire comme, ok, lui, il était de ce type-là, il a eu une difficile enfance, sa mère les a abandonnés. Je trouve que c'est un peu, comment dire, si c'est ça le but de la lettre, c'est un peu selfish quant aux victimes de penser de la sorte. Tu sais, il est pas tout seul à avoir des problèmes psychologiques puis à avoir eu une enfance difficile, mais je veux dire, il y en a beaucoup non plus qui font pas des actes de la sorte. Fait que c'est comme un peu c'est un peu bizarre, je sais pas. Je me dis qu'il aurait pu quand même aller prendre de l'aide plus vite. Très étonnamment aussi, sa femme, elle poursuit McDonald et la compagnie à laquelle son mari a travaillé pendant très longtemps, Babcock & Wilcox, en cours pour environ 7,88 millions de dollars de dommages-intérêts. Elle mentionnait que le massacre avait été déclenché par la combinaison de la nourriture du McDonald's et des métaux toxiques sur lesquels il travaillait à la compagnie. Dans le fond, elle disait que le glutamate, excusez là je le lis parce que c'est quand même des mots assez complexes. Dans le fond, elle disait que le glutamate monosodique dans la nourriture du McDonald's combiné avec un niveau élevé de plomb dans le corps de son mari, il aurait amené des délires et une rage incontrôlable. Lors de l'autopsie, les médecins légistes ont en effet remarqué un haut taux de plomb et de cadmium dans son corps, mais il n'y a pas de traces d'alcool ni de drogue. Etna, elle a perdu sa cause en 1987. 2 jours après le massacre, le McDonald's a été complètement rénové. Il prévoyait rouvrir, mais après beaucoup de discussions entre les dirigeants du McDonald's et les dirigeants de la communauté, ils ont pris la décision de ne pas le faire. Le 26 juillet, soit 2 jours après, le bâtiment est complètement démoli et McDonald's a fait le don à la ville de ce terrain-là en mentionnant qu'il n'avait pas le droit de construire un restaurant sur celui-ci. Le 13 décembre 1990, un mémorial a officiellement été dévoilé en mémoire des victimes. Il est composé de 21 piliers hexagonaux pour représenter les 21 victimes et il y a différentes hauteurs pour représenter l'âge à laquelle ils avaient lors de leur décès. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si le cœur vous en dit. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire à la fois terrible mais tellement intéressante. Moi personnellement, je pense pas que si James aurait eu un retour d'appel de la clinique, ça aurait changé grand chose à court terme. Lancez-moi pas des rushs, là, je vais m'expliquer. Je pense que sa maladie psychologique était vraiment avancée. On se rappelle qu'il était rendu carrément schizophrène, là, on s'entend, parce qu'il entendait des voix. Il disait, ces voix-là lui disaient de se tuer, que ça pressait. Je pense vraiment qu'avec beaucoup d'aide, il aurait pu s'en sortir, mais comme je vous dis, à court terme, je pense pas que ça aurait vraiment changé grand chose. Il était rendu au point à blâmer même les hauts dirigeants d'un pays, le pays des États-Unis, là, il était après les blâmer pour sa chute personnelle, psychologique. Je pense qu'avec vraiment, mais vraiment beaucoup d'aide, ça aurait peut-être marché, des thérapies fermées, il aurait pu aussi s'en sortir, mais vraiment, comme je dis, sur le long terme, peut-être même pas aussi.
C'est sûr que ça l'aurait aidé du moins. C'est sûr que je veux pas m'embarquer dans un sujet de psychologie parce que moi je suis pas psychiatre, puis je suis pas psychologue, puis je suis pas un spécialiste là-dedans. Là. Je fais juste des vidéos puis je vous divulgue l'information. Mais vraiment ma théorie de ce que je pense sur son cas est rendue assez loin dans ses propos puis dans ses idées. Donc peut-être que la tuerie du 18 juillet 84 n'aurait pas eu lieu, mais je pense sincèrement que c'est une question de temps avant qu'il y aurait eu une autre tragédie. Aussi, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle 77 minutes de Charlie Min. C'est vraiment intéressant pour le contenu des survivants qui ont été présents lors de cette journée-là, puis des premiers répondants. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne vous conseille peut-être pas ce film si vous êtes très sensible parce que on voit des images, on voit des vidéos des premiers, dans le fond, il y a des premiers répondants qui, quand ils ont rentré dans le restaurant, on voyait les victimes par terre. C'est très très crève-cœur parce que, comme je vous l'ai mentionné, il y a un petit bébé de 8 mois. Donc, c'est sûr que si vous êtes très sensible aux photos, c'est peut-être pas une bonne idée peut-être pour vous de l'écouter. Mais je veux dire, c'est des faits. Donc, si jamais ça vous tente de l'écouter, c'est sur Amazon Prime vidéo présentement. Vous allez le visionner, puis vous allez avoir quand même beaucoup d'informations si cette histoire vous a passionné autant que moi. Donc, laissez-moi vos impressions sur cette vidéo. Est-ce que vous pensez que si James Oliver Uberti aurait reçu un retour d'appel de la clinique, ça aurait changé la donne? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une soirée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo-là. Et on se revoit pour une autre vidéo.